Il est 13h, merci de votre attention. Tout de suite les titres à la une de l'actualité. Le président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, a procédé au lancement du projet dénommé e-Parlement. L'initiative s'inscrit dans le cadre de la digitalisation des activités parlementaires. Les élus de la nation ont reçu des tablettes numériques afin de les rendre plus dynamiques et plus efficaces dans l'exercice de leur action parlementaire. À suivre également dans ce journal, cette visite terrain du chantier du 4e pont d'Abidjan réalisé par le ministre de l'équipement routier Amédée Kouakou pour se faire une idée précise de l'évolution des travaux de l'ouvrage. Amédée Kouakou n'a pas manqué d'insister auprès de l'entreprise chargée d'exécuter ces travaux afin que celle-ci tienne les délais. Dans l'actualité internationale au Gabon, les députés et sénateurs réunis en congrès ont adopté à une écrasante majorité la nouvelle constitution révisée. Les principales modifications apportées à la constitution sont l'harmonisation de tous les mandats politiques à 5 ans. Voilà pour l'essentiel. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Ils sont élus de la nation, ils sont députés, ils siègent à l'Assemblée nationale. En vue de faciliter leur action parlementaire, ils ont reçu chacun, depuis hier, des tablettes numériques, une action qui s'inscrit dans la vision du président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, de rendre plus dynamique leur activité parlementaire. La remise officielle de ces appareils a eu lieu hier, en présence du président de l'institution. Konaté Moussa nous en parle. C'est un geste habituel pour Abel Bouti. Une fois présent à l'Assemblée nationale, le député d'Adzopé se rend dans ce bureau, composé de différents casiers portant le nom de chaque élu national, pour récupérer des documents qui lui sont destinés. On vient voir dans les casiers et on prend ce qu'il nous faut pour le travail. Très souvent, c'est les propositions de loi, les tests de loi à étudier en commission et aussi d'autres documents tels que les journaux d'information et autres. Cette pratique actuelle sera bientôt un souvenir. Les députés vont désormais recevoir les documents via le digital dans le cadre du e-Parlement. C'est un projet de digitalisation et de numérisation de tous les processus de travail à l'Assemblée nationale. C'est un projet qui a démarré en 2008 en Corée avec l'UIP et depuis l'avènement du président Adama Bictogo à la tête de l'institution a commencé à être mis en œuvre à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Tout sera digitalisé à l'Assemblée nationale de sorte à permettre à chaque député, de là où il se trouve, d'avoir accès aux documents à l'Assemblée. Pour matérialiser ce projet, les députés reçoivent des tablettes. Cet appareil numérique leur servira d'outil de travail. Les assistants parlementaires ont bénéficié depuis bientôt 2 mois de moyens informatiques supplémentaires pour assumer leur travail, c'est-à-dire ordinateur et imprimante. Sur ce même aspect, ce matin encore, et en cohérence avec ses engagements, le président de notre Assemblée nous met à disposition des tablettes de productivité, parce que c'est comme ça qu'on les appelle, pour notre travail. Et ce sont des tablettes de dernière génération. Monsieur le Président, vous avez souhaité que nous soyons une Assemblée digitalisée. Nous sommes, à partir de maintenant, à l'avant-garde de beaucoup de parlements africains. Notre Parlement devient un Parlement efficace, dynamique, capable de répondre à tous les défis. Du matériel informatique et numérique pour rendre efficaces les travaux des députés. Le président Adama Bictogo traduit ainsi en acte son ambition d'apporter plus de dynamisme dans les activités parlementaires. Il faut que le e-Parlement permette à tout Ivoirien d'avoir accès aux textes qui sont votés à l'Assemblée. Pour cela, il faut digitaliser l'Assemblée. Donc, c'est un moyen de rapprochement avec la population. C'est un moyen de rapprochement interdéputé, c'est-à-dire que la communication devient fluide, et c'est un moyen d'être présent sans être forcément physiquement présent. Donc, ça rejoint le principe du télétravail et ça rejoint le principe de l'efficacité. Le président de l'Assemblée nationale a entrepris la rénovation du site de l'Assemblée nationale, une initiative pour offrir de meilleures conditions de travail aux députés et au personnel.
L'Assemblée nationale, on y est et on y reste. L'institution qui, rappelons-le, effectuait sa rentrée solennelle lundi dernier. Et avant cet événement, naturellement, nos élus de la nation étaient en vacances. Des vacances parlementaires pendant lesquelles ils se sont employés à aller à la rencontre des populations pour leur expliquer le contenu et la portée de certains projets de loi qui ont finalement été adoptés. Que retenir donc de ces vacances parlementaires 2022? C'est la grande question que s'est posée Marine Cognan dans le cadre du dossier politique. La séance est ouverte. C'est une cloche qui n'avait plus retenti dans l'hémicycle ivoirien depuis le 27 décembre 2022 jusqu'à ce 3 avril 2023. L'Assemblée nationale avait depuis cette date suspendu ses travaux à la faveur des vacances parlementaires. Une période qui intervient entre la clôture d'une session ordinaire écoulée et la prochaine session, au premier jour ouvrable du mois d'avril, selon l'article 94 de la Constitution de la République de Côte d'Ivoire. La dernière cérémonie de clôture, les députés ivoiriens ont été invités par le président de l'Assemblée nationale à mettre à profit cette période pour instruire les populations sur les travaux de l'Assemblée nationale. Aux députés, de très bonnes vacances, même si cette intercession est l'occasion pour nous d'aller vers nos populations pour leur rendre compte du travail accompli au cours de la session ordinaire qui vient de s'achever. Une instruction qui a rencontré un écho favorable dans la ville de Divo. Un après-midi du 25 mars 2023, guides religieux, chefs coutumiers, associations de jeunesse et partis politiques ont été conviés par le député Famoussa Koulibaly à une cérémonie de restitution des activités parlementaires. Avant même là, on ne disait pas que le mariage, c'était une union entre un homme et une femme. Maintenant, là, on a mis. Donc, ça veut dire, dans notre loi, là, mariage entre garçon, en tout cas, ça n'existe pas en Côte d'Ivoire. La dot était interdite. Aujourd'hui, quand tu fais la dot, il n'y a pas de problème. Mais la loi ne le reconnaît pas non plus. Représentants de la nation entière, nos députés ont parcouru villes et hameaux pour partager l'information de l'Assemblée nationale à leur population. Ils veulent savoir comment est-ce qu'on vote les lois à l'Assemblée nationale. Il y a beaucoup d'intérêt parce que peu sont ceux qui savent ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Donc quand on a un temps de repos, on doit mettre ça en profit vraiment pour informer les populations et surtout la jeunesse. Nous votons des lois plus, je veux dire, accommodantes, des lois qui vont dans le sens du bien-être de la population et ces lois-là leur permettent, à travers le budget, d'être effectivement prises en charge dans le développement et au niveau social. Les députés de l'opposition ont aussi entretenu leur mandant sur les travaux de l'hémicycle. C'est le cas de l'honorable Diaoufoué du PDC-IRDA dans la commune de Yopougon. Vous savez, à Yopougon, très souvent, lorsqu'on fait les tournées, il y a une confusion qui existe entre le rôle du député et celui du maire. Donc il fallait aussi les éclairer en ce sens-là. Et parallèlement à ça, essayer de voir les solutions que nous avons essayé de placer au niveau de l'Assemblée, quelles lois nous avons votées. Mais si nous ne nous approchons pas de ces populations, ils auront l'impression que nous les avons abandonnées. Au groupe parlementaire du PPACI, c'est un séminaire bilan qui a ouvert ces périodes de pause, une introspection que nous explique Hubert Oulaye. Nous avons fait un séminaire qui a été un séminaire bilan très instructif où nous avons balayé, n'est-ce pas, notre présence à la session dernière, nos interventions, nos travaux, nos succès, nos échecs aussi, n'est-ce pas, et où nous avons arrêté un certain nombre de résolutions pour plus d'efficacité à la prochaine session. Les séances de restitution des travaux de l'Assemblée nationale, un corps à corps député-population, vu d'un bon œil par certains parlementaires qui montrent tout l'intérêt de cette démarche de redevabilité des élus. Notre mandat n'est pas impératif, mais on est tenu de rendre compte, en quelque sorte, à notre population pour pouvoir respecter le pacte que nous avons signé entre nous et elle. Parce que en décidant d'être candidat aux élections, c'est parce qu'on a dit aux populations qu'on leur rendrait compte, qu'on allait les représenter valablement, qu'on allait faire porter leur message et qu'on ferait porter aussi le message
de l'État à la base. Ces vacances de la représentation nationale étaient aussi l'occasion de donner du tonus à la diplomatie parlementaire. C'est un calendrier dense auquel des députés membres de l'Assemblée nationale prenaient part aux côtés du président Adama Bictogo ou seuls en tant que membres de commissions interparlementaires. J'ai dû assister à la 62e session de l'Assemblée paritaire EUACP, l'Assemblée dans laquelle j'ai assiégé avec certains membres du groupe EUACP. Une fois que les résolutions sont adoptées, elles sont transformées en traités qui vont être présentés au sein de notre Assemblée nationale pour être ratifiés. Malgré la suspension des travaux à l'Assemblée nationale, les portes de l'hémicycle sont restées ouvertes. Il y a une permanence qui est organisée et cette permanence-là est présidée très souvent par un vice-président avec un secrétaire de bureau pour toutes les questions d'urgence qui seront amenées à être traitées par l'Assemblée nationale dans cette période. À l'Assemblée nationale, les jours ouvrables ont depuis ce lundi retrouvé leur rythme intense avec l'ouverture solennelle de la session ordinaire 2023. Une quinzaine de textes sur le bureau à examiner. C'est un grand chantier qu'entament encore nos députés élus de la nation. Que retenir des vacances parlementaires 2022, un dossier politique proposé par Marine Cognan. Sur un autre terrain, une autre interrogation a trouvé sa réponse. Comment évolue l'affectation des nouveaux fonctionnaires affectés de 2019 à 2021 ? Eh bien, pour le savoir, la ministre de la fonction publique, Anne-Désirée Ouloto, a échangé avec les directeurs des ressources humaines des ministères. Il a été question de faire le point de ces affectations et il ressort que plus de 90% de ces nouveaux fonctionnaires sont en activité. Les précisions de Grace Kando. La situation des fonctionnaires et agents de l'État non encore affectés sera bientôt réglée. Ils sont au nombre de 4 452 admis au concours organisé sur la période 2019 à 2021. La ministre de la fonction publique en fait sa préoccupation. Une réunion technique avec les directeurs des ressources humaines s'est tenue ce jeudi 6 avril. Moins de 10% qui n'ont pas encore pris service. Parmi cette cible de non affectés, nous avons une bonne frange qui veut choisir son ministère d'affectation, ce qui n'est pas acceptable. Si vous refusez donc de rejoindre votre poste d'affectation au motif que vous voulez un tel ou un tel autre ministère, alors dans ces conditions, le ministre de la fonction publique n'aura pas d'autre choix que d'annuler votre admission. Dans certains ministères, justement, il y a des profils qui ont été affectés, mais qui ne correspondent pas tout à fait au poste disponible. Donc il y a des ajustements à faire avec les services techniques donc, du ministère de la fonction publique. Cela sera fait donc, cette semaine à venir. 43 712 fonctionnaires admis au concours des sessions de 2019 à 2021 sont déjà en poste. Toutes les préoccupations des agents affectés comme non affectés seront prises en compte. Ces rencontres sont toujours productives pour que nous ayons une administration performante. Au plus tard, à la fin du mois d'avril, par rapport à ce que nous avons entendu ici, tous ces effectifs non affectés seront apurés. C'était nécessaire que la ministre de la fonction publique croise l'ensemble des directeurs des ressources humaines qui sont ces prolongements dans la gestion des personnels de l'État dans les différents ministères. C'est un devoir pour chacun de nous engager dans cette démarche, c'est l'année de la jeunesse. Alors, mettons-nous tous derrière cette vision du président de la République. La question de certains fonctionnaires et agents de l'État absents sur de longues périodes sans motif à leur poste de travail a été aussi évoquée. Il m'appartient en tant que ministre de la fonction publique de faire également la lumière sur cette situation. Si vous êtes fonctionnaire et que vous avez décidé de vous établir ailleurs dans le monde, eh bien c'est injuste de continuer de percevoir votre salaire avec des complicités internes. Ces complicités, si elles sont établies, feront l'objet de sanctions. Mais je pense que dans les semaines à venir, nous en saurons davantage. Cette rencontre n'est pas la dernière. D'autres échanges sont envisagés pour une gestion optimale des ressources humaines de l'administration publique ivoirienne. Deuxième titre de ce journal, comment évoluent les travaux du 4e pont d'Abidjan? Pour se faire une idée précise de l'évolution de ces travaux, le ministre de l'équipement routier Amédée Kouakou s'est rendu sur le chantier de l'ouvrage. Amédée Kouakou n'a pas manqué d'insister auprès de l'entreprise chargée d'exécuter ces travaux, la China State Construction Engineering Corporation, afin que celle-ci tienne les délais. Ahmed Traoré, Godfrey Okambawa.
Le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier visite le chantier du 4e pont en cours de réalisation. Faire l'état des lieux des travaux de la première phase qui doivent s'achever bientôt. Cette phase de l'ouvrage part de Sébroko dans la commune d'Atekoubé jusqu'au croisement de la voie reliant le premier pont à l'entrée de la commune de Yopougon. Pour Amédée Kouakou, la réalisation de cette première phase permettra aux populations d'avoir une alternative autre que l'autoroute du Banco pour relier Yopougon aux communes du plateau d'Adjamé et d'Atekoubé. Sur le 4e pont, donc, qui relie Yopougon, Atekoubé et Adjamé, nous étions ici à la mi-février. Les taux d'avancement étaient très faibles, notamment sur la première phase qui va donc de Sébroko jusqu'à la voie qui traverse au niveau des sapeurs-pompiers. Aujourd'hui, nous avons un mois et demi après, nous sommes à 87%. Il y a un effort important qui a été fait en un mois et demi. Mais je pense qu'il reste encore beaucoup à faire. Sur l'ouvrage principal, sur le pont lui-même, on aura 8 voies au total sur le pont de Yopougon. Sur le 4e pont, donc ça en fait le pont le plus large. Si vous prenez le pont de Gaulle, c'est 2 fois 2 voies. Le pont Fouette, c'est 2 fois 2 voies. Le 3e pont, c'est 2 fois 3 voies. Mais ici, on a 2 fois 4 voies, étant entendu qu'une voie spécialement est dédiée au BRT, c'est-à-dire au bus rapide pour la Sotra. Nous avons demandé à l'entreprise d'accélérer les travaux pour que pour cette première phase, donc qui va de Sébroko jusqu'à la voie qui croise la voie qui vient du premier pont de Yopougon pour entrer dans Yopougon, que ça se soit terminé d'ici 2 mois. D'une longueur totale de 7,2 km, le 4e pont d'Abidjan, dont les travaux ont été lancés en 2018 pour une durée initiale de 30 mois, a nécessité un investissement de 142 milliards de francs CFA. Amédée Kouakou a dit la gratitude du gouvernement à la Banque africaine de développement BAD, partenaire financier de premier plan sur le projet de ce pont. Des travaux lancés en 2018 par feu le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Les étudiants de l'Université internationale de Grand Bassam, au cours d'un panel, ont été informés sur les avantages du développement du commerce entre les pays africains. L'initiative est du Comité national de la zone de libre-échange continentale, CNZLECAF. Ce panel s'inscrit dans le cadre d'une campagne de sensibilisation et d'information de la jeunesse de façon générale sur les avantages du développement du commerce entre les pays africains. Dangui. Des étudiants d'une université privée de Grand Bassam ont été informés sur les enjeux de la zone de libre-échange continentale ZLECAF. C'était dans le cadre d'un panel initié par le Comité national de la ZLECAF. La perspective du développement du commerce entre les États africains a été bien accueillie par ces étudiants. Le commerce est un secteur très important dans le développement économique d'un pays. Et si, en Afrique par exemple, un pays comme le Rwanda, un pays comme la Côte d'Ivoire, commerce entre eux, ça sera plus bénéfique pour le développement économique. Ce panel s'inscrit dans le cadre d'une campagne d'information et de sensibilisation de la jeunesse, notamment des étudiants, pour qu'elle s'approprie très tôt cet instrument continental, selon les promoteurs de ce projet. On est venu leur dire que l'Afrique compte sur eux. Et le développement, ça va passer par eux. Parce que c'est tellement important qu'au niveau de l'Union africaine, nous avons un protocole sur les femmes et les jeunes dans le commerce. Donc ça veut dire que le développement va passer par les jeunes. Gagnera la première session ordinaire de ces activités. Occasion pour les membres de cette collectivité territoriale de dresser le bilan de l'exercice 2021-2022 et d'adopter le budget prévisionnel 2023. Jean-Marc Tchéchi. 37 conseillers sur 43 du district autonome du Go-Djibois présents pour débuter la première session ordinaire. Le procès verbal de la séance inaugurale, le règlement intérieur, le bilan de l'exercice 2021-2022 font partie des 5 points à l'ordre du jour. Le budget prévisionnel de l'année 2023 de plus d'1 milliard de francs CFA est adopté à l'unanimité sous la supervision de Louis Dakori Tablé, ministre-gouverneur du district autonome du Go-Djibois. Améliorer l'application des investissements, promouvoir les potentialités économiques et culturelles de la localité, assurer le suivi des pôles de développement. Voici les 3 priorités du Conseil. Le district autonome du Go-Djibois est opérationnel depuis le 29 novembre 2022.
Et direction à présent le centre de la Côte d'Ivoire, précisément Yamoussoukro, les associations féminines de la commune. En fait, elles ont décidé de s'unir pour mieux se faire entendre des décideurs. Elles se sont retrouvées à la place Mofete, cérémonie parrainée par le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, Souleymane Diarrassouba. Kader Sogodogo nous en parle. Yamoussoukro, place à Mofete, fête des associations féminines, des femmes qui prennent l'union pour être plus fortes afin de relever tous les défis. Autonomisation, alphabétisation, soutien à la famille, etc. Elles veulent compter sur le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, Souleymane Diarrassouba, dont l'épouse est présente pour la circonstance. Ces femmes ont une vision. Nous sommes sincèrement heureuses de cette marque de considération qui n'est autre que le gage de la cohésion sociale entre les différentes communautés vivant en parfaite harmonie à Yamoussoukro. Les associations de femmes de Yamoussoukro pourront compter sur leur parrain, le ministre Souleymane Diarrassouba. Je voudrais tout simplement vous remercier du fond du cœur pour votre affection et remercier surtout le comité d'organisation qui a rassemblé toutes les communautés afin que les femmes puissent se retrouver ici ensemble pour ces moments de réjouissance. Je voudrais vous dire que nous aurons encore, au cours des prochaines années, beaucoup de choses à faire ensemble. Dans ce temps, les nombreuses femmes et leurs invités ont relevé le défi de la mobilisation pour ce rendez-vous qui vient comme un nouveau départ. Et on reste avec les femmes de l'association des femmes chercheuses de Côte d'Ivoire qui se sont donné rendez-vous à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme. Les femmes de l'association des femmes chercheuses de Côte d'Ivoire ont porté des réflexions sur les avancées et les défis à relever en matière de droits de la gente féminine. Une conférence a également été animée autour du thème suivant: femmes chercheuses, épouses, mères et citoyennes. Quels droits et devoirs dans la perspective de l'équité? Sephora Zegui, Jean-Marc Djadji. Les membres de l'Association des femmes chercheurs de Côte d'Ivoire, AFEMSI, mobilisés à la faveur de la Journée internationale de la femme. Elles marquent une pause pour plancher sur leurs droits à travers le thème « Femmes chercheurs, épouses, mères et citoyennes, quels droits et devoirs dans la perspective de l'équité ?» Nous attendons beaucoup de ce thème parce que les femmes chercheurs sont des spécialistes dans leur domaine. Mais est-ce qu'elles sont imprégnées de leurs droits et devoirs en tant que mères, en tant qu'épouse, en tant que citoyenne de la Côte d'Ivoire? Je ne crois pas. Parce que nous sommes tellement focalisés sur nos spécialités que les questions de droit, les questions de genre, nous les ignorons. Et pour édifier ces femmes sur ce thème, l'association fait appel à Maître Biti Kouyaté, académicienne de l'ASCAD, et Ghislain Koulibaly, spécialiste des questions du genre et d'inclusion sociale. Les conférenciers exhortent les femmes à faire fi des stéréotypes et à prendre toute la place qui est la leur. Il faut que les femmes prennent conscience de leurs forces. Il faut qu'elles soient aux instances de prise de décision. Comme ça, elles vont voter des lois qui tiennent compte de la minorité que nous sommes. Il faut que les femmes chercheurs comprennent que la problématique de la conciliation de la vie professionnelle et de la vie privée familiale est une réalité. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre en place une politique d'éducation à l'autonomisation et cela commence dans la cellule familiale. Les femmes sont devenues battantes. Je pense qu'avec des conseils, avec un suivi, le fait de se battre va leur permettre d'y arriver et surtout de pouvoir revendiquer leurs droits. L'Association des femmes chercheurs existe depuis 1995. Elle compte plus de 600 membres. Et madame, monsieur, nous sommes dans la Semaine Sainte. Hier était jeudi, le jeudi saint. Les chrétiens catholiques ont commémoré l'institution de l'Eucharistie par Jésus-Christ lors de la Sainte Seine, le dernier repas pris par Jésus avec ses disciples avant son arrestation au jardin de Gethsémanée. À cette occasion, Jésus avait lavé les pieds de ses disciples. Le geste a été repris dans les églises que nos équipes de reportage ont parcourues, direction paroisse Astérès de Marcory, Lorgoretti, Godefroy, Okambawa. Le jeudi saint, les chrétiens catholiques du monde commémorent l'institution de l'Eucharistie et le sacrement de l'ordre. À la paroisse Sainte-Thérèse de Marcory, la messe a été l'occasion de rappeler une fois de plus l'origine de l'Eucharistie.
À cette commémoration du jeudi saint, c'est-à-dire de la messe de l'Eucharistie, le Christ nous demande, et le Christ demande à ces personnes qu'il a instituées comme prêtres, de reprendre toujours cette scène du Seigneur et de se rappeler toujours qu'il est présent et qu'il demeure parmi eux. C'est aussi le jeudi saint que le Christ a lavé les pieds de ses apôtres. À l'exemple du Christ, le curé de la paroisse a mimé le geste en lavant les pieds des fidèles. C'est un enseignement parce qu'on est appelé à suivre le Christ, sa manière de vivre. Et il a dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Donc il nous apprend à aimer comme lui, c'est-à-dire entièrement, sans chercher quelque chose en retour. C'est une grande joie pour moi de participer à cette Eucharistie parce que ça nous rappelle que Jésus a lavé le pied de ses disciples. Il a institué l'Eucharistie, il a mangé avec ses disciples. Et ça nous donne aussi la grâce aussi de participer avec les prêtres, le mystère du sacerdoce. Pour les chrétiens catholiques, le lavement des pieds est un signe d'humilité et d'amour. Le Christ qui s'humilie, puisqu'il a donné sa vie pour nous, et en donnant totalement sa vie pour nous, c'est un abaissement, c'est un effacement. Et il demande à chacun de nous, en plus des prêtres qu'il a envoyés, que chacun s'abaisse, que chacun accepte de s'humilier afin de pouvoir se relever. Cette célébration a pris fin avec l'adoration du Saint-Sacrement qui représente le Christ. Le jeudi saint marque également le début du Triduum pascal, les 3 derniers jours de la vie publique du Christ. Nos reporters qui ont donc visité la paroisse Sainte-Thérèse de Marcory. Et dans 2 heures, sur le coup de 15 heures, les fidèles chrétiens catholiques observeront le chemin de croix en mémoire des dernières heures de la vie de Jésus, le chemin de croix qui accompagne Jésus vers sa mort. Le ministre des Transports, cadre de la région de Béquet, a procédé à la remise des dons de vivres du chef de l'État destinés aux chrétiens catholiques de Béquet. Pour Amadou Koné, les dons marquent le soutien du président de la République aux catholiques en cette période de jeûne et de prière. Charles Tatou. Le président de la République est toujours solidaire des communautés religieuses du pays. Chaque année, en période de jeûne, le chef de l'État Alassane Ouattara fait des dons de vivres pour les soutenir dans leur moment de pénitence et de prière. Après le don global fait aux chrétiens catholiques, l'heure est à la répartition de ce don. C'est le sens de la présence du ministre des Transports, Amadou Koné, accompagné du maire de la commune, Djibo Nicolas, dans les locaux de la cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus, les bras chargés de vivres, don du chef de l'État attribué aux catholiques du diocèse de Bouaké. C'est des sentiments de reconnaissance et de gratitude envers le président, envers nos autorités qui sont à Bouaké ici. C'est un programme habituel du président de la République qui fait un acte. Il est croyant, donc il partage en tant que croyant. La communauté catholique du diocèse de Bouaké a reçu au total 5 tonnes de vivres d'une valeur de 4 millions de francs CFA. Au Gabon, les députés et sénateurs réunis en congrès ont adopté à une écrasante majorité la nouvelle constitution. À réviser, les principales modifications apportées à la constitution sont l'harmonisation de tous les mandats politiques à 5 ans. Celui du président de la République passe de 7 à 5, celui des sénateurs de 6 à 5 ans et tous les mandats sont renouvelables à volonté. Le 2e tour de l'élection présidentielle a quant à lui été supprimé. Voilà qui marque la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Agréable début d'après-midi. Dieu garde la Côte d'Ivoire.